Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une présentation du jeu The Dwarfs, les nains. C'est un jeu coopératif, donc jouable aussi en solo. Il peut se jouer de 2 à 5, mais il joue très bien tout seul. Le style du jeu, rapidement une présentation, c'est un mélange un peu, on y retrouve un peu du Defender of the Realms, un peu du Pandémie, et beaucoup d'aventures. Donc je vais vous exposer directement les règles, présenter le matériel en même temps, et on fera un début de partie pour faire voir comment ça tourne. Alors, la première chose, présentation du matériel. Donc là, ici, on a notre petite règle de jeu. On a un joli plateau, donc fait en 2 parties. Donc ce plateau, c'est pas forcément le jeu de base, il y a une partie qui est liée à une extension qui s'appelle l'extension Saga, qui rajoute des scénarios. Mais sinon, le plateau, le dessin du plateau est le même que dans le jeu de départ. Donc on a un plateau ici avec différents hexagones, différentes régions pour lesquelles on voit les différentes couleurs, et les noms qui sont en dessous. Donc Eidolon, Sampur, Rivastur, Oerun, Tabane, Goragar, Urgon. À chaque fois, pour chacune des régions, on a un point d'entrée. On a 3 points d'entrée, 4 points d'entrée. Le 1, le 2, le 5 et le 4 ici. En haut, on représente les différents peuples ennemis qui vont venir envahir le royaume. Sur la gauche ici, enfin tout autour de la piste en fait, mais en commençant par la gauche, on a notre petit jeton héros. Hop. Qui va représenter en fait l'avancée du temps pour les héros. Et de l'autre côté, on a le Doom Token, donc qui va représenter le mal, et qui représente un peu la fin le temps qui va se réduire aussi. Ici, j'ai mes 3 figures de nains qui vont servir pour l'aventure. Donc c'est des petites figurines sympas qui représentent nos différents nains. En dessous, on a un tableau qui représente le conseil des nains. Donc le conseil, il va pouvoir nous apporter des avantages ou des désavantages pendant la partie, sachant qu'il y a un côté gauche qui va être à notre désavantage et le côté droit à notre avantage. L'orientation du conseil des nains est symbolisée par cette hache qui va donc partir à gauche ou à droite au fur et à mesure de la partie. Donc du côté droit, on aura des avantages pour nos héros. Côté gauche, on aura des désavantages. Je reviens un petit peu sur la carte. Sur la carte, on a la présence, là j'ai un jeton de tunnel mais qui ne doit pas y être au départ. On a la présence de différents lieux indiqués avec des noms. Des tunnels qui vont pouvoir communiquer entre eux, tant qu'ils n'ont pas été envahis. Et un résumé des différents points avec les légendes, avec les icônes. Au niveau des cartes, on a aussi des cartes. Donc on va avoir des cartes aventure, des cartes menaces, qui ont le même dos que les cartes aventure, des cartes objets. Ici, ce sont des cartes scénario. Et on va voir que sur chacune des cartes scénario ici, c'est une catégorie C, une catégorie B et une catégorie A. Alors, ensuite, là j'ai pris 3 fiches de personnages pour 3 nains différents. Ça va être nos héros pour la partie. Les envahisseurs, donc on a les alphars qui sont des elfes, qui jouent un peu le rôle des méchants dans le jeu. Les trolls, donc voilà, un jeton de troll. Les alphars, l'armure, ils sont comme ça. Et nos amis les orques. Donc ça va représenter la menace, et ça va venir, un peu la façon de Pandémie ou Defender of the Realm, se répandre sur les différents territoires. On aura aussi des petits jetons qui vont permettre de suivre l'évolution de nos personnages quand leurs caractéristiques évoluent. Voilà pour la présentation globale du matériel. On a ici 3 dés. Je vais vous expliquer leur utilité après.
Ça, c'est ce qui va servir à faire l'invasion, à reproduire le déploiement des troupes ennemies. Des cubes gris pour suivre les scénarios parfois. Les tuiles de déploiement aussi, c'est ce qui va, un peu comme dans Pandémie, quand il y a une explosion, on va placer une tuile et ça va nous servir pour répartir les troupes. Donc c'est ce qui va, avec les dés, générer le déploiement des troupes sur la piste. Donc comment ça se déroule? Un peu le principe du jeu. Alors le principe du jeu qui est comme Defender of the Realm ou Pandémie, ici la différence principale avec Pandémie et Defender of the Realm, c'est que le but n'est jamais le même. L'objectif du jeu n'est jamais le même. Il va dépendre des cartes scénario qu'on a ici. Donc il va surtout la finalité va être une carte de scénario de type C. On n'en fera qu'une. On ne fera qu'une seule de type B et on en fera plusieurs de type A. Donc comment ça se passe? Au début, on va faire une pile, en fonction de la difficulté qu'on veut, un certain nombre de scénarios de type A. À la fin des scénarios de type A, il y aura un scénario de type B. Et ensuite, par contre, on va avoir tous les scénarios de type C, mélangés. Comment ils fonctionnent? Donc les types A, c'est simple, à chaque fois, c'est des quêtes à réussir, des actions à effectuer. Le B également, il y a toujours quelque chose à faire dessus. Et le C, en fait, on va choisir la première carte scénario, donc on va la retourner au fur et à mesure, qui va correspondre à la situation du plateau. Je vais donner un exemple qui sera peut-être un peu plus parlant. Voilà, par exemple ici, sur cette carte-là, il y a marqué la condition, au moins un tunnel est devenu une lande périlleuse, enfin Perish Land, donc a été envahie. Donc il y a une tuile Perished, cette tuile-là, qui est dessus. Donc s'il y a un tunnel qui a ça, la condition est remplie, et à ce moment-là, on va dire, ok, le dernier scénario à réaliser, c'est celui-là. Et on devra le faire. Donc évidemment, il y a d'autres conditions qui peuvent être réalisées ou non. Donc si la condition n'est pas réalisée, on ne fera pas ce scénario-là pour terminer la partie. Si elle l'est, on prendra ce scénario-là, et c'est celui à accomplir pour gagner le jeu. Donc ça, c'est la condition de victoire unique. Ça va être de terminer un scénario C. Les conditions de défaite, ça va être que l'un de nos nains tombe à 0 en points de vie. On a les points de vie ici sur chaque fiche de nain. Donc lui, il a 4 points de vie. Lui, il en a que 3. Et lui, il en a 4. Donc si un des 3 nains tombe à 0 en points de vie, on perd la partie. Si le jeton héros ici qui avance à chaque tour tombe sur la même case que le Doom Token, qui lui va avancer en fonction de différents événements, à ce moment-là, on perd également la partie. Donc ici, la piste va nous servir un peu de timer. Les deux jetons vont nous servir de timer. Et en plus, la piste va créer en fait une sorte de liste d'événements qui vont arriver au fur et à mesure des tours de jeu. En plus des scénarios, donc déjà on a une histoire qui est plus scénarisée qu'un Pandémie. Alors, je ne parle pas du Legacy, mais du Pandémie de base ou du Defender of the Realm qui est peut-être le plus proche finalement. Dans Defender of the Realms, il fallait empêcher les dragons d'aller au centre, d'aller sur la cité du centre du plateau. Ici, finalement, on peut laisser les troupes, quand elles vont se déployer, au final, elles vont arriver sur Black Saddle. Mais si elles y arrivent, c'est pas très grave. Ça ne met pas fin à la partie. C'est important, mais ça ne met pas fin à la partie. La partie continue. En fait, si jamais ce lieu-là devient un lieu qui devrait prendre une tuile comme ça, il n'en prend pas. Par contre, ça fait avancer le Doom Token de 1. Donc ça réduit le temps de jeu qui nous reste. Donc côté aventure, on a cette partie scénario. En plus de ça, on va avoir des cartes aventure qui seront à chaque tour disponibles ici. On en aura 3, qui sont en fait des quêtes. Je vais en prendre une au hasard. Des quêtes qui vont nous permettre d'avoir des avantages. Donc sur celle-là, on a un petit texte d'ambiance. On a ce qu'il faut faire. Voyager à Porista, qui est une région sur la carte. Réussir 2 tests de craft, avec le niveau de test à faire, dans un seul tour. Si on réussit, eh ben, on va récupérer la récompense qui se situe en dessous. Donc à chaque fois, chaque tour, enfin il y aura toujours 3 cartes de ce style-là qui seront exposées. Donc ces cartes aventures, ce sont des mini-quêtes à réaliser pour obtenir des avantages. Mais, dans ce même paquet aventure, on aura des cartes
qui ont le même dos, mais qui sont des cartes... qu'est-ce que je voulais dire? Des cartes menaces. Donc j'ai mis un petit jeton ici, qui ne fait pas partie du jeu, hein, mais ça représente le tas de cartes menaces. Les menaces, elles vont être mélangées à certains moments de la partie. Vous allez voir, je vais vous expliquer la piste de destin autour, la piste du temps. Mais il va y avoir des cartes menaces, il y en a déjà 3 au début de la partie. Il y a 3 cartes menaces qui sont mélangées dans le paquet de cartes aventure. Les cartes menaces ne sont pas des cartes, je vais vous montrer la dernière. Hop. Il n'y a pas de récompense sur ces cartes, ces cartes aventure de type menace, il n'y a pas de récompense. On a seulement la condition pour réussir à passer la carte, qui est marquée au début. Et après, on a un petit crâne en dessous. Le petit crâne, c'est l'effet de la carte si jamais elle est défaussée, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à faire ce qui est marqué ici. Si jamais cette carte est défaussée lors de la réalisation d'un scénario, à ce moment-là, on subit les effets de cette carte-là. Donc évidemment, dans le jeu, qu'est-ce qui va se passer? Tout va être une question de priorité. On va être la priorité à donner entre la carte scénario qu'on aura, les cartes aventure pour récupérer des bonus, et les cartes menaces à éliminer pour éviter d'en subir les effets. Sachant qu'on va toujours jauger le fait de dire, soit j'ai pas de carte menace, je peux vite me dépêcher de terminer le scénario si je peux le faire, soit j'ai une carte menace, je peux presque faire le scénario, mais est-ce que c'est pas mieux de faire la carte menace en priorité? Donc voilà, pendant tout le jeu, ça va être une question de priorité des actions. Qu'est-ce qu'on va vouloir faire en premier, sachant qu'il ne faut pas traîner pour faire le scénario. Pour l'instant, je crois que à chaque fois, je me suis presque arrêté au scénario B. Enfin, j'ai pas eu le temps pour le terminer. Donc voilà, donc on est vraiment sur un système à la pandémie, mais avec une grosse partie aventure. Le conseil. Donc le conseil, c'est ce qui va pimenter aussi l'aventure, c'est qu'on va vraiment avoir des problèmes de ce côté-là. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, si jamais la hache était de ce côté-là, quand une nouvelle carte menace arrive en jeu, un des joueurs perd 1 point de vie. Donc évidemment, qu'en plus la partie va avancer, plus il y aura de cartes menaces dans le paquet aventure qui se trouve ici, et plus on sera, si jamais la hache est à cet endroit-là, plus il y aura de chances qu'on perde des points de vie. Donc il faut faire aussi en sorte que le conseil soit du côté de Balandilian, qui est le bon roi, on va dire, des nains, plutôt du côté de Bisilpur. Alors, comment rythmer également la partie? Je vais vous faire voir le rythme de la partie, et ensuite je vais vous expliquer le déploiement des troupes, donc le système pandémie Defender of the Realm, qui gère en fait les troupes qui envahissent la contrée. Sur la piste, ici, à chaque fois qu'un joueur va jouer, son tour de jeu, la première chose qu'on fait, c'est qu'on avance le token d'un lieu, qui va donc avoir un symbole différent de temps en temps, donc un petit symbole, et puis parfois une indication au-dessus. Ce symbole-là veut dire que dans cette région-là, on va avoir une arrivée de troupes. Donc la région 5, c'est la région qui se trouve ici. Si je vois un peu plus loin, région 4, elle se trouve ici. Donc ça, c'est une arrivée de troupes. Je vais vous expliquer juste après comment on fait le déploiement. 2 cartes ici, ça veut dire qu'on va mélanger. Quand le pion arrive, quand le token des héros arrive dessus, on va rajouter 2 cartes menaces dans le paquet aventure. Et on va mélanger le paquet aventure. Donc, si je regarde, vous voyez que régulièrement, on va rajouter des cartes menaces à l'intérieur. Donc plus on va avancer, plus on aura de chance de tomber sur des menaces quand on va remettre des cartes aventure en jeu. La hache, en fait c'est la hache qu'on retrouve au niveau du conseil. Ça indique qu'à chaque fois qu'on va tomber sur la hache, on va positionner cette hache, on va la faire décaler d'un vers Bisilpur. Bisilpur, tout à l'heure je l'ai dit, mais c'est Bisilpur. Donc on a tout intérêt à remonter cette hache assez fréquemment, parce qu'on va voir que finalement elle va repartir souvent de l'autre côté de Bisilpur. Et ensuite, et c'est tout. Donc
Au fur et à mesure de la partie, on va avoir ce genre d'événements qui vont commencer le tour de chacun des joueurs. Le déploiement des troupes. Donc comment se déploient les troupes? Donc on se rappelle pour Pandémie ou pour Defender of the Realm, ça va être le même principe. À partir d'un nombre d'unités sur une case, on considère que les troupes se répandent sur les régions voisines. Il y a une explosion par exemple en Pandémie. Ici c'est le même principe. Le niveau à partir duquel une zone est devenue périlleuse, ils appellent ça Perish Land. Je ne sais pas si je fais bien la traduction d'ailleurs. Mais donc elle devient, moi je l'appelle zone interdite. Donc si jamais j'ai 5 unités sur une zone, je vais prendre une de ces tuiles. Ouais, je vais vous le faire directement. Je recommence. Quand le token va arriver ici, par exemple. Zone 5, donc on prend la zone, c'est la zone 5 qui se trouve ici. On va lancer les 3 dés. Le noir, qui représente les trolls, le vert, les orques, et le mauve, enfin le violet, qui représente les alphars. On les lance, et le dé nous indique combien sur la zone, donc là au tout début du jeu, ça va être sur cette zone-là, combien arrive de créatures de chaque sorte. Donc ici, on va prendre 2 orques et un troll. Il n'y a pas d'alphar. Donc pour l'instant, on n'a que 3 unités. Il ne se passe rien de spécial. Le tour de jeu va se dérouler. On arrive encore, c'est toujours la même zone qui va être là, au deuxième joueur qui va jouer. Toujours la même zone, la même chose. On va relancer les dés. Et là, cette fois-ci, on a un troll, un alphar et un orc. Donc on va prendre un de chaque. Sauf que là, cette fois-ci, voilà, tout de suite, j'en ai 6. À partir du moment où il y en a 6, je récupère les troupes qui sont ici. Je prends une tuile au hasard et je la retourne. Sur la tuile, on a différentes indications. La première indication, c'est celle d'orientation. La couleur du symbole qui se trouve au milieu, on va le positionner en face de la couleur correspondante sur la tuile. Donc ici, la flèche marron, elle est de ce côté-là. Donc j'oriente ma tuile comme ça. Ensuite, j'ai les indications des troupes qui se déversent sur les régions voisines. Donc là, de ce côté-là, j'en déverse aucune. Les 2 orques ne peuvent pas partir ici. Par contre, je peux faire partir les 2 trolls ici. Donc les 2 trolls vont venir ici. Le reste des troupes va suivre la flèche. Donc le reste des troupes qui avaient sur cette case-là va arriver ici. Donc on se retrouve avec une nouvelle case qui est déjà à 4 unités. À 4 unités. Ça veut dire que la prochaine fois qu'on va faire une invasion, une répartition de troupes sur cette zone-là, dès que ça arrive sur une case déjà périlleuse, déjà chaotique, on suit la flèche et on va sur la dernière case qui n'a pas de tuiles. Donc ça veut dire que si un peu plus loin, ici, les troupes sont toujours là et que je refais un déploiement, je relance les dés. Là, ici, c'est 3 orques et 2 trolls. Donc directement, c'est 5 troupes. Les 5 troupes, on devrait toutes les mettre ici, ce qui ferait 9 troupes, donc déjà on explose forcément. Donc, on reprendra une tuile. Hop. La flèche blanche va matcher la flèche blanche qui se trouve ici. On fait la répartition de ce qu'on peut répartir. Donc ici, 2 verts. Ici, un noir et un troll et un alphar. Donc cette région qui était avec 2 trolls se retrouve avec 3 trolls et un alphar. Et le reste est des troupes ici. Mais on se rend compte que le reste des troupes, c'est déjà 5. Donc celle-là aussi, à nouveau, elle est en zone perdue, on va dire. Je vais trouver un terme pour la partie. Je refais la même chose, j'ai repioché une tuile. Je suis le blanc, qui se trouve ici. Je remets 2 verts ici. Hop.
2 trolls, j'en ai qu'un, donc j'en mets qu'un. Et les 2 orques qui me restent, ils vont à la suite. Donc voilà comment se déploient les troupes. Là, en 3 explosions, voilà comment ça s'est passé. Donc on a un point d'entrée ici, un point d'entrée ici, et un point d'entrée sur ce côté-là. Donc tout à l'heure, j'ai parlé de tunnels dans lesquels on pouvait se déplacer, les tunnels des nains. Si jamais j'ai une tuile qui vient se passer sur un tunnel, je ne pourrai plus jamais utiliser le tunnel dans toute la partie. Donc il faut parfois aussi faire en sorte de les protéger. Les tuiles comme autre conséquence. Donc si jamais j'ai des troupes qui arrivent ici, directement elles se déversent au bout du chemin, ici sur cette case-là. Et vous voyez qu'on a rapidement beaucoup de troupes. Les tuiles ont aussi une deuxième fonction, c'est que si un de mes personnages nains, enfin sans pouvoir spécial, rentre sur une tuile de ce type-là, il perd un point de vie. Ou il fait avancer le Doom Token de 1. Il le fait progresser. Donc c'est un choix à faire entre perdre des points de vie en sachant qu'on peut en récupérer avec certaines cartes aventure, ou bien faire avancer le Doom Token là-bas. Ce qui nous rapproche de la fin de partie. Voilà pour le déploiement des troupes et le système un peu à la pandémie, Defender of the Realms, comme je le disais précédemment. Les combats. Comment est-ce que je lutte contre les envahisseurs? Donc le but, c'est pas forcément de détruire toutes les troupes, de les éradiquer complètement. Le but, je le rappelle encore, c'est de réaliser les scénarios. Mais parfois, pour ça, on aura besoin d'éliminer des troupes. Rien que pour ralentir leur progression ou pour réaliser des aventures et des scénarios. Comment ça se passe? Chaque personnage a une valeur de combat. Bon, lui, c'est un des plus forts, il a 4. Boendal, il a 3. Et par contre, Barbragor, il a que 2. Donc comment ça se passe? Si mon personnage, je vais me prendre le plus fort, se trouve sur une tuile, je vais le faire plus près, sur une tuile avec, hop, soyons fous, je vais prendre, alors ça ne sera pas possible, parce que 5 sera déjà explosé, on va dire 4 créatures. Donc j'ai cette situation-là, et je décide, parce que je suis sur la même tuile qu'eux, sur la même zone qu'eux, de faire une action de combat. Donc je prends le nombre de dés qui correspond à ma valeur de combat, donc ici 4 dés, je les lance, et ensuite, en fait, pour chaque dé, je vais pouvoir éliminer un ennemi. Par rapport à quel résultat? Par rapport au résultat, par rapport au score qu'on a besoin de faire pour les orques, on a besoin de faire 4 ou plus, les alphars 6 ou plus, et les trolls 5 ou plus. Donc ici, dans ma situation, je pourrais éliminer les 2 trolls, avec les 2 5. Le 5 me permet d'éliminer l'orque, puisqu'il faut faire 4 ou plus. Par contre, j'ai vu que j'ai pas fait de 6, je ne peux pas éliminer l'alphar. Donc dans ce cas-là, j'aurai éliminé ces 3 troupes-là, qui rentreront dans leur réserve, et il ne restera plus que l'alphar. C'est là qu'entrent en jeu les différents pouvoirs que peuvent avoir nos personnages. Par exemple, Boendil, qui vient de lancer ses 4 dés, il a la possibilité de relancer tous ses dés. Donc là, quand il ne me reste plus qu'une seule créature, je ne sais pas si ce serait utile, mais dans le cas où on a un vrai raté au niveau des dés, on peut très bien relancer tous ses dés. Boendal, lui de son côté, il peut ajouter plus 1 à un dé de son choix. Ce qui, dans notre cas, aurait pu nous servir pour dire, j'ajoute 1 à un de mes 5, et à ce moment-là, plutôt que d'éliminer l'orque, j'élimine les 2 trolls et l'alphar. Si ça avait été le bon personnage. Donc voilà comment on déroule les combats, c'est pas compliqué, c'est rapide, il n'y a pas trop à se prendre la tête, et c'est ce qui va nous permettre de réaliser différentes choses. Donc de pouvoir progresser sur la carte, parce que dès qu'on va se déplacer, et si jamais on rentre sur une case qui contient des ennemis, on doit s'arrêter. Donc quand on veut se rendre vers un lieu qui est derrière des lignes ennemies, on va être obligé de combattre les ennemis, ou de les éliminer, ou de passer par les tunnels s'ils ne sont pas déjà pris.
Le tour de jeu. Donc le tour de jeu, qui est indiqué juste ici, justement. On déplace le token, le jeton des héros, sur la piste qui est là-bas, donc le jeton des héros qui est ici. On pioche les nouvelles cartes. On pioche les nouvelles cartes. Les nouvelles cartes, en fait, comment ça se passe? On va se retrouver avec un tas de cartes scénario ici. Je vais prendre ça pour donner un exemple. J'ai un tas de cartes scénario ici, avec les scénarios type A, les B et les C. Et je vais avoir un scénario au tout début qui va être retourné. Je vais également avoir les 3 cartes aventure, par exemple, celle-là. Les illustrations sont assez sympas, hein. Petite note au passage. J'aime bien, il y a pas mal de texte, mais il y a toujours une belle illustration, et puis un petit texte d'ambiance qui parfois est assez long. C'est bien sympa. Donc, on a cette configuration-là. Si jamais, dans le tour de jeu du dernier nain qui a joué, il a réalisé une aventure. Je me retrouve comme ça. Donc, dans la phase du joueur suivant, quand on va faire piocher les cartes, voilà, tous les emplacements vides, si jamais il en a réalisé 2, ce sera pareil, je les remplis avec des cartes aventure. C'est comme ça que les cartes aventure rentrent en jeu, et les cartes menaces également, parce qu'on se rappelle qu'on a des cartes menaces qui sont dans mon paquet aventure. Donc à ce moment-là, j'aurais rempli ces cartes-là. Si jamais j'avais rempli le scénario, donc ma première carte scénario A par exemple, ou une autre carte scénario, sauf la C, puisque c'est la dernière et c'est celle qu'il faut qu'on termine, admettons que j'ai terminé ce scénario, cette carte scénario A, cette carte scénario, je me retrouve donc sans scénario en cours. À ce moment-là, pour la carte scénario, la première chose que je fais, comme c'est indiqué ici, on défausse les cartes aventure. Ah oui, mais si jamais j'avais une carte menace dans les cartes qui étaient ici, et ben avant de la défausser, je réaliserai le texte qui est dans la partie en dessous le crâne, comme on a vu tout à l'heure. Je rappelle, hop, une partie qui est ici, par exemple. Donc là, bon, elle est très puissante d'ailleurs, celle-là. C'est que si jamais on défausse cette carte-là, dans le cas où on a réalisé une carte scénario, par exemple, si on l'emmenait à la défausse, chaque espace de cartes où il y a au moins un orc devient une Perished Land, donc prend un token comme ça. Donc vous voyez ici, par exemple, dans ce cas-là, j'aurais déjà 3 zones avec le Perished Land en plus. Donc voilà pourquoi parfois il faut s'occuper quand même des cartes menaces. Donc voilà à quoi correspond la phase de piocher des nouvelles cartes. Parce que là, donc, pour un nouveau scénario, si j'ai pas de menace, et même une fois que si j'ai des menaces et que j'ai réalisé la partie menace activée, je défausse mes cartes, je retourne à la carte scénario suivante, et je pioche de nouvelles cartes aventure que je dispose ici. Ensuite, le joueur donc, va pouvoir faire 2 actions. Qu'est-ce qu'on a comme action? On a au choix le déplacement. Alors le déplacement, comment ça marche? Vous voyez sur mon personnage, j'ai 3 caractéristiques. Le combat, donc on l'a vu, le crafting, je vais y revenir, et le déplacement. Donc pour faire un déplacement, je prends le nombre de dés qui correspond à mon déplacement. Ici j'ai 2 dés, j'ai une valeur de 2. Je les jette. Bon là, mauvais exemple, j'ai 6 et 6. Je vais vous dire, admettons que j'ai eu 6 et 3. Je prends le dé qui a la plus forte valeur, et je peux me déplacer d'un nombre de places équivalent à la valeur qui est là-dessus. Donc évidemment, quand j'ai qu'une seule case, ça sert à rien de lancer les dés. Mais quand il y en a plusieurs, quand on doit faire des missions qui nous demandent de voyager d'un endroit à un autre, ça nous force à vouloir avoir des grands chiffres, et donc ça nous force parfois à chercher une valeur de mouvement un peu plus importante. Donc il y a des cartes aventure qui nous permettent d'avoir des bonus, ou de récupérer de l'équipement qui vont nous améliorer le déplacement. Donc ça, c'était pour le déplacement. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Le combat, on l'a vu. Si je suis sur une case avec des unités ennemies, je peux lancer mes dés de combat, et on a vu comment ça se passait. Petite information, si j'élimine aucune troupe pendant le combat, je prends 1 point de dégâts. Donc moins j'ai de dés, moins j'ai de chance, et plus c'est risqué pour moi, et plus je risque de prendre des dégâts. Donc là, si un de mes nains qui était ici avec 2 dés de combat, qui n'élimine aucune créature parce qu'il fait
de trop petits scores, il se prend un point de dégâts. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut envoyer un message au conseil. Envoyer un message au conseil, c'est quoi? C'est envoyer un message pour lui dire, lui demander de nous aider, lui indiquer la situation, lui dire ce qui se passe. Et en fait, c'est influencer le conseil pour pouvoir faire remonter notre hache vers Balandilin. Comment ça se passe? On voit que sur la piste du conseil, il y a un petit chiffre à côté, qui est la valeur à faire en craft, donc avec la compétence de crafting, pour faire avancer le marqueur. Donc ici, par exemple, pour le faire avancer d'un vers la droite, il faut que je fasse un test de crafting et qu'il y ait au moins un de mes dés qui fasse 5 ou plus. Quel que soit le nombre de dés qui font 5 ou plus, je n'avance que de 1. Donc, admettons que, vous voyez par exemple, lui, est très fort au combat, mais en crafting, il est très faible. Donc il aura moins de chance. Par contre, mon dernier nain, lui, il a 4 en crafting. Si j'envoie un message au conseil, qui est une de mes 2 actions, j'ai bien au moins un dé qui a 5 ou plus, largement. Je vais pouvoir dépasser mon curseur, ma hache, sur le côté. Donc ça va me permettre soit de rétablir une situation qui n'était pas terrible, et ne plus avoir l'effet négatif, pour revenir au centre, ou d'aller du côté positif, au bout d'un moment, qui vont nous donner des effets intéressants pour nos nains. Donc ici, par exemple, une fois qu'on a complété une aventure, on peut défausser une carte menace, qui est visible donc devant, une des 3 positions, sans les conséquences négatives. Donc il y a quand même un intérêt aussi à faire appel au conseil. La dernière action possible, c'est un test de compétences. Alors les tests de compétences, ça va être des tests qu'on va retrouver sur des cartes aventures. Je vais essayer d'en trouver une, voilà, par exemple, celle-là, par exemple, qui nous demande de voyager jusqu'à la gateway du 5e royaume. Donc en fait, c'est de voyager jusqu'ici. Puis, de réussir 2 tests de crafting de niveau 5 ou plus. Alors ça veut dire quoi? Et dans un seul tour. Donc ça veut dire en 2 actions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que je lance mes dés de crafting et que tous les dés qui auront une valeur de 5 ou plus me donneront un succès. Donc il faudra que j'ai au moins 2 dés sur tous mes dés lancés, sur mes 2 actions, pour avoir les 2 succès. Donc ça peut être fait en une seule action si j'ai assez de dés, ou en 2 actions si j'ai pas assez de dés. Donc voilà ce qu'on peut faire comme test. Donc il y a ce genre de test, il y a des tests de bataille, il y a des tests de mouvement, et en fonction, parfois, je sais pas si je peux en trouver d'autres. Voilà, par exemple celle-là, c'est un test de vitesse, 4+. Donc voilà ce qu'on peut faire comme action dans le jeu. Donc on n'a que 2 actions par nain, c'est pas beaucoup. Au départ, au tout début, ça va être tranquille, parce que la menace n'arrive quand même pas tout d'un coup. Surtout que là, mes nains, ils partent tous de cet endroit-là. Donc l'endroit de départ des différents nains est indiqué sur leur fiche. Là, mes 3 nains, ils commencent du même endroit. Mais vous avez d'autres fiches de personnages pour d'autres nains dans la boîte, qui vous font commencer à différents endroits de la carte. Donc c'est bien ou pas bien, il n'y a pas de... la situation peut être différente à chaque nouvelle partie. Je crois que j'ai fait le tour des différentes règles. Les cartes équipement, je peux vous faire voir les cartes équipement, comment elles se situent. Ah, tiens, c'est intéressant. Hop. Une carte équipement, voilà, je vais avoir des cartes équipement qui sont utilisables parfois une fois, celle-là, il faut que je la défausse. Celle-là va me permettre d'augmenter ma valeur de 1 en vitesse. Donc, et pour le noter sur la fiche de personnage, je vais pouvoir utiliser des petits jetons comme ça, qui vont représenter la nouvelle valeur. Et
si besoin est, d'avoir comme ça. Pratique, ça évite de faire des calculs. La valeur immédiate est présente. Je crois que j'ai vraiment fait l'ensemble des règles. Il n'y a pas beaucoup plus de règles que ça. Après, ça va être une combinaison des cartes aventure et des cartes scénario. Donc je vais refaire le setup pour bien faire mes cartes scénario. Donc la mise en place des scénarios, le nombre de cartes de mission de type A va dépendre de la difficulté qu'on veut avoir. Donc en fait, on va prendre toutes les cartes de type A et on va en retirer un nombre en fonction de la difficulté qu'on veut. Donc plus on veut difficile, moins on retirera de cartes. Sachant que moi, systématiquement, j'en retire 6 de plus que ce qui est marqué dans la règle, parce que j'ai une extension qui m'a apporté de nouvelles cartes scénario. Voilà. Donc je vais faire le setup, et je vais faire un début de tour. Je vais faire quelques tours. Au bout d'un moment, j'arrêterai, parce que de toute façon, la mécanique sera la même tout le temps. Et puis, la partie peut être... Alors, c'est pas un jeu qui est forcément super long, parce que ça tourne très facilement. Il peut être long parce que quand on réfléchit à savoir ce qu'on veut faire, quand on rate un combat qu'on pensait facile et que du coup on perd du temps sur une action. Le dernier point que je vais ajouter, c'est que parfois sur les cartes aventure, donc on combat les troupes qui sont ici, mais parfois on peut avoir des troupes à combattre sur les cartes aventure. Donc parfois la carte aventure va nous dire il faut se rendre dans tel royaume, donc dans une des cases qui correspond à un royaume. Voilà. Et combattre les cartes qui sont sur la créature. Le combat se déroule de la même façon, sauf qu'au lieu d'éliminer les troupes qui sont sur la carte ici, on élimine les troupes qui sont sur la carte aventure. Une fois qu'on les a toutes éliminées, on peut avoir la partie récompense. Ou défausser la carte menace, si c'était une carte menace. Donc je fais le setup, et on se retrouve tout de suite pour le début d'une partie de The Dwarfs. A tout de suite.